Bonjour à tous, le sujet de ma conférence aujourd'hui, c'est quand Google se fâche. Alors, l'histoire de cette conférence, il y a 3-4 ans maintenant, Elliot m'avait demandé pour le SEO by Night de faire un sujet qui change et m'avait dit « Est-ce que tu peux me faire un sujet sur les dangers de l'achat de liens ?» J'avais pris énormément de plaisir à faire ce sujet. Et je m'étais promis que le jour où j'aurai des sites à moi qui seront touchés, je referai une conférence. Voilà, je suis Michael Priol, le fondateur de netlinking.fr. J'ai la particularité d'être un des 3 plus grands propriétaires de sites en France, avec plus de 8000 sites actifs aujourd'hui. Et effectivement, il y a quelques mois, on a eu quelques effets sur certains de nos sites, et je vous ferai une étude de cas en fin de cette conférence. On va d'abord partir sur des généralités. J'ai repris des éléments que j'avais utilisés il y a 3-4 ans justement pour cette conférence, et on va voir aussi ce qui a évolué entre-temps. Voilà. Donc je pense qu'on peut parler un peu d'immunité, malheureusement encore dans le web, pour ceux qui ne font pas des belles choses. Tout d'abord, Google nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce sont les guidelines de Google. Si on ne fait pas bien les choses, on pourra avoir une pénalité manuelle, et si on a été sage, ils pourront nous la retirer. Première chose à ne pas faire, premier commandement du dieu Google, on ne fait pas de contenu automatisé. Alors, petit test, bon, j'ai repris le test, il marche toujours. Hein. Élection présidentielle 2017, Argol. Argol, c'est 599 votants. Et on a 46 000 pages sur Google. Allons voir les premiers. Donc c'est les résultats, hein, c'est un peu partout en France pareil. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en bas, le texte est écrit automatiquement. Voilà, donc au moins ils ne se cachent pas, ils sont toujours premiers sur la requête. Donc on peut tricher et faire du contenu automatique, ça peut fonctionner et Google l'avale et vous le remonte. Mais il est très propre et c'est fait avec une société spécialiste justement dans l'édition de traitement de bases de données. Deuxième commandement, vous ne participerez pas à des systèmes de liens. Alors, ils nous indiquent ce qu'ils appellent des systèmes de liens et c'est ce qu'on va regarder. Tout d'abord, on n'achète pas, on ne vend pas de liens pour influencer le classement PageRank. Alors, information intéressante ici, c'est que le PageRank, ça existe toujours. Google met cette page à jour régulièrement, change des petits mots, des termes, chaque mot est pesé. Donc en tout cas, il renvoie sur Wikipédia si vous voulez savoir ce que c'est que le PageRank. Il n'y a pas de page sur le PageRank chez Google. Bien sûr, on ne peut pas échanger de liens ou de services, et puis ni faire des cadeaux gratuits pour échanger contre des liens. Petit quiz, alors c'est pas la question mug, à votre avis, quel est le point commun entre 80% de ces grandes marques? Ben voilà, non pas achat, la vente de liens. Voilà. Aujourd'hui, les grands médias en ligne ne peuvent vivre qu'avec la vente d'articles sponsorisés. Ils ont besoin de ce levier pour pouvoir exister. Et puis, Cision, qui est une grosse plateforme de mise en relation pour les relations presse, avait fait un sondage il y a quelques années sur ce que préféraient justement les journalistes. Voilà, hein, des cadeaux, des voyages. Donc c'est interdit, mais tout le monde le fait. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est regarder les choses qui ont évolué justement dans ces coups-ci de Google. Voilà, l'échange de liens excessif. Ah, maintenant on a le droit de faire de l'échange de liens. Faut pas abuser. Et puis, les blogs invités, on ne fait pas de vastes campagnes et on n'abuse pas sur les encres et ça peut passer. C'est quand même grand, hein, c'est-à-dire que Google tolère le lien maintenant. Voilà. Alors, j'ai repris les slides de 2018 que j'avais fait. Hein, j'avais tapé loup-boutin pas cher. Alors les loups-boutins pas chers, ça n'existe pas. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe 2 passionnés de loup-boutin qui me le confirment. Et puis à cette époque, il y avait un site La Flotte Française qui remontait premier dessus, qui avait du trafic, hein, des domaines référents. On voit qu'ils avaient fait un gros spam de cochons, mais qui générait quand même encore 1,24 trafic à cette époque. Ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, en 2021, on a toujours le même site qui était 3e à l'époque, et qui renvoie, alors là vous voyez en haut on est en 2017, et puis en 2022 c'est le même site, il y a quelques petits changements. Maintenant il livre pendant la saison de la grippe, c'est le changement du site. Donc voilà, 5 ans après, on peut quand même trouver de loup-boutin pas cher avec les mêmes sites, les mêmes réseaux de sites, des pages cloquées et du lien spam massif derrière. Voilà. Alors, en parlant de spam, Google trouve 40 milliards de pages par jour de spam.
15 000 milliards de pages par an de spam sur un index de 160 milliards de pages. 160 000 milliards de pages, pardon. Donc, Google, bien sûr, essaye de faire tout son possible pour que les résultats soient les plus intéressants possibles pour nous, et on va voir ce qui se passe quand ils se fâchent. Alors, malheureusement, les gens n'ont pas envie d'en parler. Quand ils ont un pépin, jamais quelqu'un va dire « Ouais, moi, ça y est, j'ai eu un site pénalisé. » Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens ne veulent jamais en parler. Donc, on a quand même dans l'histoire du web, alors je suis désolé, on est dans des vieux trucs, 2013, 2007, 2006. Donc, Interflora, probablement des liens payants dans des annonces. Le site est dégradé, ils ne sont plus en première page des résultats et ne ressortent plus sur leur marque, ça a duré 11 jours. Alors bien sûr, les grandes marques n'ont pas le même traitement que nous. Pour information, les conférences ont recommencé. Rendez-vous en salle 1 pour la conférence d'O2Switch sur comment choisir son hébergement web avec Covanly et Patrick Vallébus. Dans la salle 2, Netlinking, quand Google se fâche, filtre, pénalité, achat de liens et core update. En salle 3, Sébastien Monnier, déployer GA4 à grande échelle, retour d'expérience. Et dans la salle 4, la salle atelier, LinkGarden vous propose un atelier sur cas concret et Rex, retour d'expérience, pardon, stratégie de lien. Bonne conférence à tous. Alors merci pour ceux qui nous suivent en ligne, désolé, c'est le direct. Washington Post, ils avaient vendu des liens, donc ils avaient été déclassés en PageRank. Et puis BMW qui avait fait du cloaking, le site avait été carrément retiré, ça n'a duré que 3 jours. Donc c'est vieux comme exemple. Ensuite, il y a eu des plateformes de liens qui ont été pénalisées par le passé. Une aux États-Unis, Textlink Ads, et à cette époque, Matt Cutts avait pris la parole et avait dit que quand le moteur s'aperçoit que quelqu'un vend des liens, donc c'est le vendeur ici qui est pénalisé, il déclasse son PageRank de 30, 40 à 50%. On reviendra sur cette notion tout à l'heure en fin, quand je vais vous expliquer les éléments un peu plus techniques. Mais là, c'est le site pour eux, c'est-à-dire qu'ils dégradent le PageRank global du site. Alors c'est un peu ancien, les choses ont beaucoup évolué depuis, mais vous verrez qu'il y a des choses qu'on retrouvera plus tard. Et puis, on a eu un cas, alors on remonte assez loin, alors j'ai plus les années, je suis désolé, Buzzea, c'était une plateforme de vente de liens. Alors, il faisait vraiment ce qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est inscrit sur la plateforme, qui vendait un lien, donc un article, il fallait mettre article sponsorisé par Buzzea en haut de l'article. Et puis, donc ça a été très simple pour Google de savoir qui faisait. D'ailleurs, je suis allé dans Ahref, j'ai mis le nom de domaine Buzzea. Le nom de domaine, il n'y a plus rien dessus, mais son historique de liens existe. J'ai trié les encres et on voit qu'il y a encore 189 sites qui leur font des liens sur l'article sponsorisé. Et si on regarde ces sites, voilà, on peut les retrouver et ils leur font des liens. Et ces sites ne sont pas à zéro. Alors bien sûr, ils ont été impactés. À l'époque, quand Buzzea avait été pénalisé, toutes les pages qui vendaient des liens avaient été bloquées, entre guillemets. Buzzea avait dû fermer puisque plus personne ne voulait acheter de liens chez eux. Mais ces sites-là ne sont pas tombés à zéro. Ils ont été pénalisés sur la page qui ne respectait pas les règles, mais les sites ne sont pas tombés à zéro. Alors c'est assez vieux. Il y a un autre cas qui avait beaucoup à l'époque parlé. Il y avait une personne qui avait fait un prémisse de plateforme de vente de liens. Alors c'était des communiqués de presse à cette époque, on est avant Penguin je pense, c'était ce qui était à la mode à ce moment-là. Et là il indiquait le PageRank de ses sites et il proposait des articles pour 199 €. Quelques jours après, les sites avaient été blacklistés et ça avait fait beaucoup de bruit. Autre exemple encore plus impressionnant, il y a quelqu'un sur le forum de Google qui avait dénoncé un PBN, donc PBN c'est Private Blog Network, il y avait une conférence très bien ce matin sur le sujet, et ils ont dénoncé ce réseau en disant que c'était des Français, qu'il avait trouvé 700 sites, et il avait carrément mis la liste des sites sur le forum de Google. Il avait même fait un tableau Excel croisé dynamique pour voir combien de liens sortaient de chaque site et qui étaient ses clients. Donc il avait donné la liste des clients. Vous voyez par exemple ce client-là, il recevait 1975 liens qui provenaient du PBN. Donc vraiment la sale dénonciation dont on a tous peur, nous propriétaires de sites. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors moi je suis allé regarder justement ces sites qui ont été dénoncés. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Donc je vous ai mis la flèche sur les graphiques d'évolution. Donc ici, avant la dénonciation, il y avait déjà une petite descente longue.
Là, le site grimpait, il a continué à grimper. Ici, il était au début de la grimpette et il a toujours continué. Voilà, donc je ne vois pas dans ces graphiques un impact de la dénonciation de Google. Ironie du sort. Donc, pardon. Voilà à quoi ressemblent les sites. Alors, ce n'est pas un réseau de sites, on en parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, John Mueller l'avait confirmé, il avait dit ce n'est pas un réseau de sites. Pourquoi ? Parce qu'un réseau de sites va se caractériser par les liens qu'il va y avoir entre les sites. Et des schémas comme ça fonctionnent. Mais c'est ça un réseau de sites. Voilà, un réseau de sites, ce sont des sites qui vont s'interlier. Ici, on va être sur un réseau à 3 niveaux, donc j'ai un monosite, des sites clean, on va dire, qui font des liens vers le monosite, et tout un tas de sites qui s'entrelignent pour monter les domaines référents, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent la métrique domaine référent pour l'achat de liens, qui a un intérêt, mais qui peut être, bien sûr, comme toutes les métriques, pas falsifiées, je vais dire, mais modifiées, influencées, et cette notion de réseau, moi, m'inquiète, et c'est les genres de choses auxquelles je suis vigilante, mais ça fonctionne quand même. Alors, l'idée, ça ne va pas être de vous faire tout l'historique de toutes les pénalités, de tous les filtres Google. On trouve très facilement de la littérature là-dessus, et je pense que vous attendez plus de moi, plutôt des exemples et des cas concrets. On va quand même rappeler 3 petits animaux rapidement. Donc, notre cher Panda, qui avait pénalisé à l'époque les fermes de contenu, donc c'était des bouillies de mots mises massivement, voilà. Le pingouin, qui a principalement pénalisé la suroptimisation des encres, qui au départ passait de temps en temps et qui existe toujours, mais maintenant qui est plutôt global. Et puis le colibri, qui a apporté une modification majeure dans l'algorithme de Google, c'est-à-dire l'interprétation des requêtes. Ce n'est plus un classement de mots-clés avec en face des pages, c'est je vais essayer de comprendre la requête avec l'utilisation du knowledge graph. Voilà. On va rester là pour les principaux filtres ou mises à jour, et puis on va rentrer dans l'étude de cas. Alors, il y a fin juin, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr à 200%, qu'il y a eu une désindexation massive de contenu. Il y a eu pas mal d'échanges sur Twitter, je crois. Alors, je ne suis pas sur Twitter, mais j'ai eu pas mal d'échos. Et on est, en allant regarder sur les contenus, entre 0 à 40% des thématiques qui sont touchées. Et pour mon cas, on est plutôt sur une moyenne de 20% de contenus qui ont été désindexés par Google. C'est-à-dire qu'on avait une page, elle était indexée, et elle a été désindexée. On tape site de points, l'URL de la page, on ne la voit plus. Par le passé, j'ai toujours dit, un des premiers critères pour voir si un lien est bien, c'est de vérifier s'il est indexé. Si la page qui fait le lien est indexée, comme tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens, je soutiens et je pense que c'est toujours un bon critère. Alors, la démonstration que je vais vous faire est à prendre avec des pincettes. Je vais vous donner, moi, l'état de l'avancement de ma réflexion, à ne pas prendre pour argent comptant. On est sur un échantillon particulier. Et on n'est pas dans tous les cas de désindexion et de non-indexion d'une page. Voilà. Donc, j'ai été creuser un peu la question. Et puis, en parallèle, il y a Florent Pérez qui avait fait un article où il a été, puisque ça commençait à fuser un peu sur les réseaux sociaux, sur est-ce que quand on achète des liens, les contenus sont bien indexés ou pas. Et j'ai bien aimé la démarche, c'est-à-dire qu'il a été méthodique, scientifique, et il a été regarder tous les liens qu'il avait achetés pour ses clients sur 6 plateformes différentes, et puis il a été faire un tableau comparatif, il a pris toutes les URL, il a testé leur indexation. Et finalement, oui, il y a quand même un pourcentage de 20-25% de pages qui ne sont pas indexées, ou qui ne sont plus indexées, mais on n'est pas non plus dans un scénario catastrophe. Voilà, donc j'ai voulu aller plus loin et creuser la question. Première chose que j'ai été regarder, alors j'ai été regarder des thématiques où je savais qu'il y avait beaucoup de liens qui étaient créés. Je ne vais pas donner la thématique, mais là, par exemple, vous avez les 10 premiers résultats d'une SERP très concurrentielle, très à la mode, où c'est très à la mode, donc les gens reçoivent beaucoup de liens naturellement, hein, bien évidemment, et ils ont tous plus de 50 domaines référents, donc on est juste sur une page de ces sites-là, on n'est pas sur les sites dans leur ensemble. En parallèle, j'ai été regarder, est-ce que ces désindexations étaient liées au fait que ce soit des articles qui font des liens qui ont été vendus, ou est-ce que c'est juste du contenu qui a été désindexé et parmi ces contenus, il y a des contenus qui vendent des liens. Je suis plutôt sur la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que ce n'est pas une désindexation qui a ciblé les articles
qui contiennent des liens qui sont vendus. D'une part, il n'y a pas moyen de le savoir, est-ce que le lien est vendu ou pas, à part si on est le vendeur du propre lien, ou qu'on connaît un peu le métier en détail. Et donc c'est une désindexation qui est plutôt en phase, à mon sens, avec l'amélioration des attentes de Google sur les contenus. C'est-à-dire que malheureusement, les contenus qui vendent des liens sont parfois pas très intéressants, très répétitifs. On est sur le même site où, je ne sais pas, si je prends par exemple les chaises vertes, pour éviter de donner un mot-clé qui pourrait poser problème à quelqu'un, bah voilà, si tout le monde veut monter sur chaises vertes, tout le monde va vouloir un article sur un site qui parle de chaises et qui va parler de la meilleure chaise verte, et de se retrouver avec un site qui parle des chaises et qui fait 10 articles sur la meilleure chaise verte, c'est pas top en termes de contenu, et c'est plutôt ça qui a été désindexé à mon sens. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que, apparemment, ce n'est pas le fait de vendre des liens qui ont fait que les articles sont désindexés, mais plutôt la faible qualité du contenu, ou même dans l'ensemble du site. Deuxième point, j'ai voulu voir est-ce que ces désindexations ont impacté ou pas les personnes. Alors, et donc j'ai été regarder donc, ces 10 pages, et j'ai fait cette méthodologie sur plusieurs requêtes importantes. Par simplicité, j'en ai pris qu'une dans mon exposé aujourd'hui. Et donc tous ont de la désindexation. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas leur site qui est désindexé, ce sont, si je vais dans Ahref, que je regarde tous les liens qu'ils reçoivent, 25 à 45% des sites qui leur font des liens se retrouvent avec des pages qui faisaient le lien qui sont désindexées. Et moi, j'ai estimé que la désindexation était vers fin juin. Regardons ce qui se passe en termes de trafic juste après fin juin, donc en mois de juillet, et on voit que pour beaucoup, le trafic est relativement stable, mais je ne vois pas. Et puis, je suis allé regarder. Alors, ici, cas particulier en bas, ici, on pourrait voir que le trafic est descendu et remonté. J'ai préféré le rester stable. Je vais l'agrandir juste après. Vous allez comprendre pourquoi je suis resté sur du stable. Et qu'est-ce qu'on avait comme trafic avant, au mois de juin? Voilà. Pour moi, si... Alors, il y a un petit doute. Est-ce qu'il y a réellement une désindexation massive ou est-ce que c'est une perception de notre part et on s'est rendu compte, tiens, à ce moment-là, on a commencé à en parler, on a regardé, on a vu qu'il y avait des pages désindexées. Mais Google désindexe constamment des pages. S'il y a cette désindexation massive fin juin, comme on semble penser, moi, je ne vois pas de chute vertigineuse fin juin, début juillet, ou même sur les quelques semaines après, puisqu'on a tendance à dire qu'il y a un peu de latence quand il se passe quelque chose, c'est pas immédiat. Donc voilà, ça c'est un premier constat. Donc là, ça sort de nos idées reçues, c'est-à-dire que normalement, on dit un lien qui est indexé, ok, ça fait passer le jus. Enfin, pardon, un lien d'une page qui est indexée potentiellement fait passer le jus, il y a peut-être d'autres critères, ou en tout cas, si elle n'est pas indexée, ou qu'elle a été désindexée, le jus ne devrait plus passer. Une page qui perd 45% de ses liens, il se passe quelque chose. Ce n'est pas le cas. Et on va le regarder justement plus en détail. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une corrélation entre les liens et le trafic? Alors ça, il y a beaucoup de conférences qui sont faites régulièrement, et je suis un des grands partisans de ça. Tout simplement, là, on a une courbe en haut qui nous montre l'évolution du nombre de domaines référents. Donc combien de sites différents font des liens vers cette page? On parle d'une page, pas d'un site. Et on voit l'évolution du trafic. J'ai l'impression que c'est parallèle. Même si ici, il y a une petite baisse, mais la baisse, elle date de janvier et c'est plus les évolutions sur les contenus. Si on raccourcit l'échelle, pardon, je suis allé trop vite, hop, j'ai perdu mes slides, toc. Voilà, là maintenant, bon, j'étais sur la vie du site, maintenant je suis sur une échelle d'un an. On voit que sur la période qui nous intéresse, fin juin, début juillet, cette page n'a pas reçu de nouveaux liens. Donc si elle avait perdu des liens, il n'aurait pas été compensé par des nouveaux liens, et donc, si elle perdait des liens, en tous les cas, qui devaient transmettre du jus, on aurait dû voir une perte, et j'en vois pas en bas. Au contraire, je vois plutôt une évolution ici. Cette page a pourtant eu 25% de ces liens qui ont été désindexés. Autre exemple, j'ai la même parallèle. Là, on a quand même une augmentation du nombre de domaines référents sur la période. Effectivement, on pourrait imaginer qu'on a une baisse, mais on a vu que sur l'ensemble des autres résultats de la même SERP, ce n'était pas le cas. Mais surtout, juste avant, il y avait quand même une très très belle croissance. Et c'est pour ça que je considère qu'on stagne, parce que finalement, on est sur un niveau moyen à peu près là, et c'est pas parce qu'on a un petit pic, un petit creux ici au milieu qu'on est sur une descente. Et cette page-là a eu 42% de ces domaines référents, dont les pages ont été désindexées. Alors, le premier point, c'est que
les pages qui ont été désindexées, ce ne sont pas les domaines qui ont été désindexés. C'est-à-dire que c'est quelques pages parmi ces sites qui ont été désindexés. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette formule? Google va nous classer avec une note de pertinence, c'est-à-dire de la qualité du contenu, multipliée par une note de popularité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette formule? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pour vérifier si... Bon, personne n'a d'avis. Non, c'est pas un piège, mais c'est-à-dire que pour faire une démonstration, si déjà vous me dites non, ça fonctionne pas comme ça, en fait, moi, ce qui est important, c'est le signe multiplié. C'est-à-dire que si ici, j'ai 0 contenu, je peux avoir tous les liens que je veux, je ne vais pas me positionner. Si j'ai un super contenu et qu'il n'y a aucun lien qui va vers la page, je ne vais pas me positionner. Est-ce que là, tu es d'accord avec moi? Ok. C'est là où ça va devenir intéressant et je devrais vous apprendre des choses. Alors, notre note de contenu, c'est quoi? C'est un index principal ou primaire, ce sont les pages intéressantes de Google. C'est celles qu'on a dans les résultats. Et puis, il y a un index secondaire avec les pages de moins bonne qualité. Par exemple, le contenu dupliqué est fourré là-dedans. On a tendance à nous dire, c'est souvent, vous savez, vous faites une recherche et puis si vous voulez plus de résultats, cliquez là parce qu'ils sont trop similaires. Pour moi, l'index secondaire ne se limite pas à ces pages-là, mais va au contraire indexer toutes les pages dans l'index secondaire. Et donc, on va avoir une note de contenu. Et puis, on a une note de popularité. Donc, c'est le graphe du web. Ce sont toutes les pages qui sont des points avec une valeur de PageRank et qui sont reliées par des liens qui transmettent ce PageRank. Alors, il y a un coefficient pour chaque lien en fonction d'où il est placé dans la page et ainsi de suite. C'est la théorie du surfeur aléatoire. Voilà. Mais si ma note de contenu ici est égale à 0, bah 0 fois ce que je veux, il n'y a plus rien. Donc si Google estime que mon contenu n'est pas bon, qu'il m'envoie ici, je n'apparais plus. Voilà. Je pense qu'on est un peu dans les idées. Et ce et est très important. Alors je ne sais pas si c'est un multiplié, un plus, s'il s'applique ici, ou et ici et là. C'est pour ça que je n'ai pas d'éléments. Il y a une note d'autorité. Et cette note d'autorité, elle est représentée par deux choses. Par un vecteur de représentation du site, ça vous ne l'avez pas entendu souvent celui-là, et des étiquettes. Et c'est ça qu'on va aller regarder, et c'est là où je vais vous apprendre des petites choses. Voilà. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a une étiquette spam qui dise « toi, tu es un vilain spammeur, pof, tu te prends un 0, et puis bah, 0 fois ce que tu veux, ça fera 0. » Il y a eu l'année dernière un brevet qui a été publié par Google. Alors ils en publient plein et c'est très intéressant de lire les brevets de Google et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce brevet qui est assez passé inaperçu parle du vecteur de représentation des sites web pour générer des résultats de recherche et classer les sites web. Il est déposé par Google, par un chercheur chez eux. Et puis en fait il a été déposé en août 2018. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé en août 2018? Personne n'est dans le médical ici? La Medic Update. Mais il a été publié en 2020. Donc on a la réponse de la Medic Update. Voilà. Que dit ce brevet? Alors c'est que finalement un site est caractérisé. Pour l'instant Google, on a tendance à dire c'est un annuaire qui classe des pages. Ben là non, il nous dit on classe aussi les sites. Alors ils le faisaient, hein, historiquement ils avaient un annuaire. Et puis comment je vais caractériser mon site? Je vais le caractériser par des textes. Ok, ça on est tous d'accord. Des images et des liens. Et donc finalement, il va créer un vecteur qui va lui donner une idée sur l'autorité d'un site web en regardant la qualité de son contenu. Les images, ça je pense que c'est pour le porno à mon avis qui rajoute ça. Et puis surtout les liens. Alors les liens, ça existait déjà. C'était le PageRank thématique. Kevin Richard et Sylvain Perronnet avaient fait une super conf en 2018 au SEO Camp et j'aime beaucoup citer les résultats qu'ils avaient obtenus. À cette époque, ils étaient arrivés à une conclusion. Le spam est mesuré au niveau du site et pas au niveau de la page. Parce qu'ils avaient regardé la relation entre le TF-IDF, le Trust Flow et le Citation Flow, le rapport entre les deux, au niveau de la page, et ils voyaient qu'il n'y avait pas de corrélation avec l'évolution des résultats. Et par contre, ils avaient vu qu'il y avait une corrélation quand on regardait au niveau du site, et ils étaient arrivés à la conclusion, le spam se mesure au niveau du site. La réponse, elle est là. C'est-à-dire que, alors ça existait, hein, le PageRank thématique, c'est plus vieux que ça. Mais avant, notre site était catégorisé par du PageRank thématique, et maintenant, on a aussi une catégorisation par la thématique du contenu pour le site.
Et si on regarde dans l'API Natural Language de Google, il y a 620 topics, c'est des sujets, qui sont classés en 26 catégories. Donc, ils ont refait leur arbre de catégories. Ils ne sont plus sur l'arbre de catégories de Demos, l'Open Directory Project, qui est celui qu'utilise Majestic. Majestic, ils sont dans 16 grandes catégories, le sport, le recreation, l'art, et ainsi de suite, le business. Voilà. Et donc, il y a une analyse des textes qui permettent de voir si ce texte, dans l'ensemble du site, on en reparlera un petit peu plus sur la slide d'après, fait autorité dans son sujet, mais aussi est-ce que les liens qu'ils reçoivent font autorité dans ce sujet. Alors les liens, pareil, je vous en parlerai plus tard. Hop. Et puis des étiquettes. Alors les étiquettes, elles peuvent définir un auteur, une entreprise. Alors les brevets de Google, ils ne vous disent pas c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ils disent ça pourrait être, voilà, faut lire entre les lignes, essayer de comprendre. On n'est pas sûr à 100% que ce soit comme ça, mais ça nous donne quand même des beaux indices sur comment ils réfléchissent. Et donc, ils peuvent donner des idées d'industrie et aussi du niveau d'expertise dans son sujet. Et ils donnent l'exemple dans le brevet d'un médecin, d'un étudiant en médecine et d'un néophyte. Et on peut être expert avec différents niveaux dans un même site, c'est-à-dire qu'un site n'est pas catégorisé uniquement dans un site, pardon, dans un sujet, mais peut avoir plusieurs domaines d'expertise. Voilà. Et puis on pourrait imaginer, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, qu'on peut avoir des étiquettes pour les types de sites. Moi je me souviens de conseils d'SEO qui vous disent, bah, vous voulez lancer un e-commerce, commencez par faire un blog, commencez à monter sur des requêtes et après vous basculerez sur du e-commerce, ça passera plus facilement. Bah, peut-être que la réponse elle est là, avec une étiquette, je suis tagué comme un site d'information et pas un site qui vend quelque chose, et ça se passera mieux. Le spam, l'historique, je suis pas. Alors l'historique, il y a quelque chose sur l'historique, on le sait tous que c'est important l'historique de son site. Est-ce que c'est une notion d'étiquette ou pas? Et puis les pénalités manuelles, bah tiens, poum, je te colle une étiquette, ce serait vachement facile. Voilà. Alors, derrière ça, il y a deux notions importantes. Il y a tout d'abord la source d'autorité dans un domaine, le topical authority. Dans les brevets de Google, ils parlent de seed sites. Les seeds, c'est les graines, c'est le démarrage, ou de source rank. En fait, il y a des sites qui sont validés par des humains, comme des sites d'autorité, on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de spam dedans. Ils sont tout en haut de la pyramide. Et puis ils vont faire des liens vers d'autres sites, et on sait que ces liens, ce n'est pas du spam, c'est des bons liens, il y a une raison pour laquelle ils sont là. Donc les sites de second niveau ont une bonne autorité, mais eux, peut-être qu'ils font un petit peu de spam. Et plus on va descendre de niveau comme ça, moins on peut faire confiance dans les sites. C'est le calcul du Topical Trust Flow ou du Trust Flow de Majestic, c'est ça. Et comment a fait Google au départ? Ils sont partis de Demos, un annuaire collaboratif qui classait les sites en fonction de critères humains. 5 millions de sites en 2011 dans 1 million de catégories différentes. Majestic a repris exactement l'arborescence de Demos. Et il suffisait de pourquoi aller payer des gens pour aller vérifier des sites alors qu'il y en avait qui l'avaient fait, qui donnent la data gratuitement. Et en 2011, Google avait un annuaire qui classait les sites de Demos en fonction du PageRank. Voilà, donc il y a vraiment une corrélation. Maintenant, il y a une évolution. Tout à l'heure, je vous l'ai montré ici. C'est que Majestic est resté sur l'Open Directory Project alors que Google a fait évoluer son sujet. Par exemple, les réseaux sociaux qui n'étaient pas présents ici sont très présents chez Google. Mais ça se ressemble énormément. Et de toute façon, les sites qui font autorité chez Demos, c'est des sites qui sont là depuis super longtemps et qui sont hyper clean. C'est pour ça que le Trust Flow marche quand même encore très très bien. Parce que finalement, c'est des sites d'autorité. Voilà, donc ça c'est la première notion. Donc c'est le score d'autorité qu'on hérite en étant proche des sites en qui on peut avoir confiance avec des liens. Et le seul outil qui nous le mesure correctement, à peu près, c'est le Trust Flow. Deuxième notion, c'est la couverture thématique. En fait, Google va mesurer l'expertise dans un sujet en fonction de la quantité de contenu, quantité avec des gros guillemets, hein, c'est pas plus j'en mets, mieux c'est. La qualité, la façon dont c'est structuré, il va pouvoir se donner une idée de couverture thématique et d'expertise sémantique sur un sujet. Et donc il y a une deuxième notion, et c'est là où ce brevet est différent d'avant, c'est-à-dire qu'avant, on avait une autorité qui n'était faite que par les liens, le PageRank thématique, et maintenant ils sont venus le renforcer avec une expertise par rapport à la qualité de ce qu'on produit comme contenu. Ce qui fait qu'un site qui est nouveau, qui n'a pas forcément de lien et qui a une grande expertise, peut quand même transmettre de l'expertise. Voilà.
Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la désindexation qui avait touché quelques-uns de nos sites et qui m'embête et qui embête mes clients, et je les comprends et j'en suis désolé. On a vu qu'elle avait touché tout le monde, donc je m'en veux un peu moins, mais on a essayé de réfléchir comment on allait pouvoir réindexer ces pages. Et donc on a lancé des tests, alors ils sont en cours encore, donc les résultats ne sont pas transcendantaux. Donc on a pris 322 pages désindexées, et puis on a essayé différentes choses. Donc on a gardé un échantillon témoin de 52 pages. On a voulu tester, est-ce que ajouter des images dans le contenu va changer quelque chose ou pas. Ajouter du contenu, alors on l'a fait à la bourrin, on a doublé la taille des articles. Faire une demande d'indexation de la page dans la Search Console. Envoyer des liens externes vers ces pages. Petit merci à Florent qui nous a aidé avec un vilain script de Zenoposter. Ajout d'une vidéo. On nous dit que c'est bien de mettre de la vidéo. En plus, ça fait un lien sortant vers YouTube. Des liens leurres. C'est-à-dire que dans mon article, je n'ai plus qu'un lien vers un autre site, mais j'ai d'autres liens. Et du maillage interne. On a optimisé la mise en... Ah, pardon, si je vous donne les résultats avant, c'est pas drôle. On a optimisé la mise en forme. Donc rajouter des titres, des balises, du gras, toutes ces choses-là. On a fait une optimisation sémantique, on a utilisé Your Text Guru, on a cherché d'être plus efficace sur la sémantique de la page, et puis on a fait du maillage interne, envoyer des liens d'autres articles à l'intérieur du site vers ces articles. Et donc on a testé indépendamment tous ces facteurs. Voilà les résultats. Alors je vais vous les mettre en pourcentage, ça parle plus. L'échantillon témoin, on a récupéré 10% sans rien faire. Et puis on n'a pas fait mieux autrement. Donc en fait, on s'est embêté pour rien. Voilà, c'était le sujet de ma conf. J'ai mis 5 personnes à bosser pendant un mois et en fait, c'était pour rien. Voilà, donc oui, assez grande surprise. Alors c'est court, hein, c'est en une semaine les résultats. Donc voilà, rien ne sort. Par contre, on voit que la demande d'indexation marche mieux que l'ajout d'images ou que l'ajout de contenu, les liens externes un petit peu. Voilà, mais c'est compliqué de faire de la data sur aussi peu d'informations. Alors on a quand même bossé, hein, 322 pages à réécrire et à tout faire, c'est du boulot. Et puis on s'est dit, on va essayer de multiplier les facteurs. Donc là, on s'est dit, on a repris toutes ces pages-là, 164, celles qui n'étaient pas indexées, puisque celles qui étaient de nouveau indexées, il n'y avait pas besoin. Et là, on va rajouter le contenu, les liens, le maillage, les images. Alors, on n'a pas tout fait parce qu'il y a des choses qui ne nous semblaient pas forcément nécessaires. Et là, donc, dans l'échantillon, on a continué à regarder notre échantillon témoin, où là, on n'en a eu que 3 qui se sont réindexés. Et là, on en a 20 qui se sont réindexés. Là, par contre, on voit que c'est 2 fois plus efficace. Voilà. Et puis, on est en train de tester autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat probant, mais on l'a lancé en début de semaine, où on est en train de réécrire des URL. C'est-à-dire qu'on se dit, Google aime plus cette page. Si je lui remets la même page, mais avec une autre URL, qu'est-ce qui va se passer? Donc on ne s'est pas embêté, on a rajouté un V2 à la fin de l'URL. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien, mais on a commencé il y a 2 jours. Donc voilà. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit effectivement que quand on a commencé à mettre tous les facteurs, ça s'est accéléré, ça s'accélère un petit peu. À ce rythme-là, il va nous falloir 6 mois pour indexer toutes les pages. Donc on va voir. Mais on sent quand même une accélération tous les jours. Il y en a des nouvelles qui sont indexées quand on va vérifier. Voilà. Alors, question mug. Vous êtes bien prêts? Il faut lever le doigt pour gagner. Combien Google trouve de pages de spam par jour? C'est 40 milliards que j'ai dit. Ouais, donc c'est lui, désolé. Et puis 40 000, c'était vraiment pas bon. T'as gagné un mug, il est pas là. Si, il y a peut-être une boîte là-bas. Il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Pareil, celui-là j'avais vérifié avant. Mais on va arranger ça. Merci à moi, le sponsor. Et puis je suis disponible pour vos questions. Il y a des questions? Oh non, je vous ai pas endormi quand même. Allez. François, j'en ai posé pendant que... Non, t'as du bol, il y a un mec qui a levé la main derrière. Bonjour, merci pour la conf. Je m'interrogeais sur la première partie où tu arrives à la conclusion, avec tes différents graphiques, que la perte de liens
sur les pages qui étaient indexées n'impactaient pas finalement la visibilité et les prévisions de trafic. Oui. Du coup, pourquoi développer des efforts pour essayer de réindexer ces pages? Parce que je comprends tout à fait qu'un client vienne me dire écoute, tu m'as vendu un lien, mais la page, elle n'est pas indexée. D'accord, donc c'est juste... Et puis d'essayer de comprendre. C'est un bon prétexte. De toute façon, le fond de cette question, c'est que, en tous les cas, c'est comme ça que j'interprète, nous, vendeurs de liens, on doit s'adapter à l'attente de nos clients. Et plus nos liens seront bons, plus nos clients seront satisfaits. Il y a visiblement des problématiques parce que, comme je disais avec l'exemple des chaises vertes, où on se retrouve avec des sites qui parlent tout le temps de la même chose. Donc on est en train d'adapter nos process pour faire des choses plus qualitatives. Et le fait d'aller réfléchir ici, je me rends compte de qu'est-ce qu'aime et qu'est-ce que n'aime pas Google dans une page. Et donc ça va me donner un avantage concurrentiel pour faire des contenus qui ne se désindexeront pas cette fois-ci. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu effectivement des changements sur les sites. Moi, j'ai des liens chez toi. J'ai vu des... Chut, alors on n'a pas donné son nom. Hein. Et j'ai vu des changements de thématique dernièrement, effectivement, sur des liens, des gros boosts de TrustFlow sur certains de tes sites et des changements de thématique associés qui... Ouais. Alors, c'est un sujet très intéressant, le TrustFlow. Je suis le plus grand manipulateur de TrustFlow. Voilà, hein, je collectionne les TrustFlow. J'ai même un site où je lui ai envoyé du régional antarctique. Il s'appelle pingouin.net, le site. Non, si on a compris ce que c'était que le TrustFlow, c'est-à-dire finalement le TrustFlow, c'est la proximité que tu as de lien en lien de sites qui font de l'autorité. Tout simplement, nous, on va construire, on va faire en sorte de rapprocher le site à nous qui fait un lien vers toi de ces sites d'autorité en faisant des liens pour te transmettre une partie de cette autorité. Donc, on travaille nos sites continuellement. Donc, tu as eu des liens sur des sites qui n'avaient pas encore l'autorité qu'on souhaitait. On a travaillé entre-temps, l'autorité a monté, donc tu en as bénéficié. On continuera à le travailler par la suite, donc ton autorité montera. Et le changement de thématique s'explique par l'origine des liens? C'est que tu as un lien plus fort qu'à écraser. En fait, le problème de la valeur du TrustFlow, c'est que c'est une valeur logarithmique. Entre 10 et 20, 20 c'est 100 fois plus fort que 10. Ou 10 fois plus fort, pardon. 10 fois et pas 2 fois, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Okay. Voilà, c'est pour ça. Donc si un 19 est 2 fois plus fort qu'un 18. Donc si ça change, ça t'écrase l'autre. Tu le verras quand tu regardes la sphère, tu regardes les couleurs et tu vois que les tailles sont... Je vais peut-être passer un peu à d'autres, mais on peut se voir tout à l'heure. Qui veut une autre question? François, finalement, t'as trouvé? Non, je suis méchant avec toi. Allez. Est-ce que tu observes vraiment une modification du ranking lorsque tu changes la couleur de tes TrustFlow? Ça dépend. Alors, le TrustFlow, c'est pas la variable magique qui fait tout, hein, et je le dis très régulièrement. En fait, la bonne recette, on va rentrer, c'est ce que je vous ferai. Je fais 2 fois 2 petits ateliers avec Boost en 12 slides. Donc, la page qui rank le mieux, c'est celle qui a le plus de domaines référents, du plus de sites différents, avec le meilleur citation flow, donc le meilleur PageRank. Dans un site qui fait autorité dans sa thématique, qui a le meilleur TrustFlow topical, hein, donc dans le sujet, voilà, et avec un rapport TrustFlow Citation Flow équilibré, donc qui n'apparaît pas comme un spammer. Donc c'est tout un ensemble, mais oui, on voit des impacts. J'ai déjà fait des exemples de slides en conférence. Alors bien sûr, je vais mettre les trucs qui sont hyper frappants avec des courbes qui montent d'un coup, mais c'est pas parce que vous achetez un gros lien avec du gros TrustFlow que votre site va décoller d'un coup. Non, c'est la quantité de liens. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de travailler cet équilibre TrustFlow Citation Flow, bien thématisé. On l'a vu avec les vecteurs. Qu'il faut avoir des sites qui font autorité. Alors, on n'a pas des sites d'autorité, hein. On est cool, on est peut-être au 20e niveau d'autorité. Quand on a un TrustFlow de 30, on est déjà très content, mais on est très très loin des sites qui font une méga autorité et qui ont un TrustFlow de 80. Donc voilà, il faut que tu travailles ton autorité dans ta thématique, et puis aussi ton expertise sémantique, c'est-à-dire qu'il faut que ton contenu soit cohérent avec le TrustFlow que tu reçois. Et des fois, il y a des TrustFlow qui sont bons, ça c'est de mon expérience. C'est-à-dire qu'on le voit, nous on a puisque finalement on va hériter de TrustFlow, de noms de domaine qu'on va racheter, et on a des chaînes de TrustFlow qui vont être très bonnes, et d'autres qui servent à rien. J'avais donné un exemple dans des conférences où par exemple, si on va sur le Demos, qui existe toujours, hein, on peut toujours trouver les sites d'origine finalement du TrustFlow, et j'avais été sur Computer Internet Domain Name. Et donc il y a le site de l'ICANN qui est tout en haut, bien sûr, avec un énorme TrustFlow. Et juste en dessous, on a une page dans l'université d'Harvard. Super. Et qui a aussi un très bon TrustFlow dans Domain Name.
Et en fait, cette page, c'est un mec qui a fait un super article qui montre comment on peut détourner les liens justement pour envoyer vers des sites pour grands. Et là, il est grillé. Et donc Majestic envoie du TrustFlow, mais Google met tout à zéro derrière. Donc il faut veiller. Donc c'est pas une valeur à 100%. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. Donc quand il y a une étiquette de spam, peut-être que c'est grillé et que ça sert à rien. Ça marche globalement, hein. Tu prends SO Observer, tu prends la thématique du voyage, tu regardes les 20 premiers, ils sont à 80% avec du transfer Recreation Travel. Et tu fais ça dans toutes les thématiques, c'est souvent vrai. Voilà. Donc, mais c'est pas la recette magique, hein, c'est pas l'élément j'achète un lien avec du TrustFlow, je vais monter, je vais être premier partout. Et deux, tous les TrustFlow, enfin pas tous les TrustFlow, mais tous les liens, c'est pas parce qu'il y a marqué TrustFlow qui est bien qu'il est forcément bien, et nous, on en a qui marchent mieux que d'autres, parce qu'on est dépendant de ce qu'on reçoit avant. On a le temps pour d'autres questions ou... Non? Oui? Merci. Merci pour la conf. Donc, Alexis? Merci pour être venu. J'ai une question liée au titre de la conf. En parlant des pénalités, donc on se souvient de la belle époque où on avait des pandas et des pingouins. Pourquoi la belle époque? Parce que globalement, on avait déjà des dates, on savait quand il faut faire et quand on analysait, et on avait on savait quoi il fallait faire. Si c'est panda, donc c'est contenu, si c'est pingouin, c'est les liens. Aujourd'hui, depuis que c'est rapatrié dans l'algo, on est dans le flou, on peut. Donc il y a deux questions. Donc en parlant des liens, est-ce que le pingouin qui était à l'époque et qui après été rapatrié dans le corps algorithme, est-ce que c'est toujours le même pingouin ou pas? Genre au niveau des effets, au niveau de... Oui, est-ce qu'il est devenu... Non, mais c'est intéressant plus gentil. Et deux, c'est comment dans le monde des core updates, voilà, comment on peut identifier sur un projet, disons, normal, qui a une pénalité au niveau des liens? Ok. Alors... donc le pingouin plus gentil, plus méchant, il est toujours là et il aime toujours pas les encres optimisées. Ça, on en voit encore. Et il y a eu pas mal de... je voulais faire des slides et j'ai pas pensé à les faire. Il y a eu de la communication de Google qui a dit en fin juillet qu'il allait pénaliser les liens et en fait, il s'est passé des choses les 2 premières semaines d'août. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est un nouveau pingouin. Parce que nous, la seule chose qu'on a vue, on a un client qui s'est fait pénaliser sur des encres optimisées, et là on voit sa page qui se casse la gueule. C'est la seule chose que nous, on a remarqué. Donc il y a eu un effet d'annonce, le pingouin est toujours là, hein, on peut être pénalisé pour de la suroptimisation d'encre, c'est toujours présent. Ça, c'était ta première question. Deuxième question, en fait, il y a eu une évolution du discours de Google, et à la fois du discours et du mode de fonctionnement. C'est-à-dire que par le passé, Google prenait des exemples et tapait sur les gens et disait « vous avez vu, on a fait ça ». Et maintenant, ils avancent à visage masqué. Typiquement, on l'a vu, ils ont pris des gros qui ont fait des bêtises, ils ont tapé sur leurs doigts pour dire aux gens « attention », ou ils ont pris des plateformes de liens qu'ils ont démontées. Texting Ads existe toujours, hein, Buzzea a préféré fermer, mais voilà. Donc, il y avait ce côté, j'essaye de faire des exemples. Maintenant, ils ne font pas comme ça, ils vont travailler plus discrètement. Et il faut réfléchir, c'est-à-dire que si je te fais des mauvais liens et que je te pénalise, tout le monde va m'acheter des mauvais liens. Alors je ne fais pas des mauvais liens, enfin j'essaye en tout cas, mais je vendrai des mauvais liens et les gens m'achèteraient des mauvais liens pour aller pénaliser leurs concurrents. Si ça marchait comme ça. C'est-à-dire que si les mauvais liens pénalisaient une page, suffirait d'envoyer des mauvais liens vers son concurrent, il descendrait et le web ne représenterait que la sélection des plus gros salopards. Et plus personne n'irait chez Google. Donc, Google ne transmet pas une pénalité avec les liens. Il y a la notion de lien toxique qui est beaucoup utilisée. Hein. SEMrush nous fait un score de toxicité des liens. Alors nous, qui est une plaie pour nous parce que les gens ont l'impression que c'est du poison et que les liens vont faire descendre leur site. Non, c'est juste qu'il vaut mieux éviter d'avoir des liens qui ont des mauvais scores, mais ces liens ne vont pas transmettre une pénalité. Au pire, le PageRank du lien que tu avais acheté va être descendu à 0, même si MadCut disait 20, 30, 40%. Au pire, tu vas perdre ce que tu avais gagné, mais tu ne vas pas te retrouver à descendre plus que où tu étais. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc,
Faut pas flipper, ou si jamais tu fais vraiment du sale, tu auras un message dans la Search Console qui te dira vous avez abusé, et là tu as ta petite étiquette pénalité manuelle. Mais voilà, les liens ne transmettent pas une pénalité. Au pire, ils servent à rien. Bon, je pense qu'on est arrivé à terme. Je vous remercie grandement, ça fait plaisir de voir autant de monde.